Le 29 avril 1945. C'est un dimanche après-midi. Les soldats américains de la 45e division d'infanterie approchent alors d'une zone isolée à 16 km de Munich. On les surnomme les Thunderbirds. Pourquoi cette division était-elle si redoutée? Ils étaient au front depuis une éternité. Mais l'expérience les avait rendus impitoyables. Ils se battent depuis plus de 500 jours consécutifs. Ils ont survécu au débarquement en Sicile. Ils ont tenu à Anzio et Salerne. Ils ont traversé le sud de la France pour s'enfoncer au cœur de l'Allemagne nazie. Le bilan est lourd. La division a perdu 75% de ses effectifs initiaux. Les survivants sont épuisés, durcis par les combats, en colère, mais rien de ce qu'ils ont vécu en 2 années de guerre totale ne les a préparés à cet instant précis. Le premier signal n'est pas visuel. D'abord, ils le sentent, une puanteur insupportable sature l'air. L'odeur est si violente que certains vétérans s'effondrent à genoux et vomissent sur le sol. Les soldats cherchent une explication logique. À première vue, une odeur d'usine chimique ou de plumes brûlées. Mais en réalité, c'est l'odeur de la mort industrielle. Mais ce n'était que le prélude. Ensuite, ils voient la source. 39 wagons de marchandises sont immobilisés sur une voie de garage. Ils sont stationnés près de l'entrée du camp. Le silence est total. Les soldats s'approchent des portes. À l'image, l'intérieur des wagons se dévoile. Ce ne sont pas des marchandises, ce sont des corps. Près de 2500 êtres humains sont entassés là. Ils sont empilés les uns sur les autres, méthodiquement, comme des bûches de bois. Les soldats inspectent les cadavres, la caméra enregistre, des yeux encore ouverts qui fixent le vide. C'est le train de la mort de Dachau. La découverte a provoqué une rupture immédiate chez les hommes de la 45e. Ce qu'ils ont vu a effacé les règlements militaires. La justice traditionnelle n'avait plus sa place ici. Seule la vengeance comptait. La guerre venait de changer de nature. Le 22 mars 1933. C'est à cette date précise que le premier camion a franchi les grilles. Heinrich Himmler venait de faire une annonce glaciale à Munich. Il a convoqué la presse. Il a parlé d'une ancienne usine de munitions à Dachau, une ville bavaroise pittoresque située à 16 km au nord-ouest. Le projet était simple, une capacité de 5000 places. Pourquoi choisir une vieille usine? Les bâtiments étaient vides. Mais la production allait changer radicalement. On ne fabriquait plus d'explosifs, on fabriquait de la terreur. La cible désignée par Himmler était claire, les ennemis de l'État. Communistes, socialistes, syndicalistes. Quiconque osait contester le régime nazi. Dachau n'était pas une exception. C'était le prototype, le modèle absolu pour tous les camps qui allaient suivre. Les premiers prisonniers sont descendus des camions sous les cris des gardes. Ce n'étaient pas des criminels. C'étaient des journalistes qui avaient critiqué le parti, des chefs syndicaux, des élus locaux refusant de prêter allégeance à Hitler. En quelques jours, le camp comptait 200 hommes. En quelques semaines, le chiffre a grimpé à 5000. Ces hommes représentaient l'élite intellectuelle de l'Allemagne, des défenseurs de la démocratie et de l'état de droit. Désormais, ils étaient enfermés sans procès, sans charge, sans date de sortie. L'architecte de cette brutalité portait un uniforme noir, le SS Oberführer Theodor Eicke, nommé commandant en juin 1933. Sur les photos d'archives, son regard est vide et dur. Eicke n'était pas un simple soldat. C'était un homme instable, violent, sorti d'un asile psychiatrique sur ordre direct d'Hitler pour prendre le commandement. Il a instauré une doctrine immédiate, la déshumanisation. Pour Eicke, un prisonnier n'était plus un humain, c'était un numéro. Sa seule fonction était de travailler jusqu'à l'effondrement. Il a mis en place une discipline conçue pour briser les esprits et les corps. À première vue, une prison de haute sécurité. Mais en réalité, un laboratoire de torture psychologique. Eicke a institutionnalisé les châtiments corporels. La bastonnade était systématique. Les prisonniers étaient attachés sur des bancs spéciaux. On entendait le claquement du fouet. 25 coups, parfois 75. La peau se déchirait. Le choc traumatique tuait souvent la victime sur le coup. Il a inventé l'isolement total dans des cellules minuscules. Impossible de se tenir debout, impossible de s'allonger. Juste le béton et l'obscurité. Mais le système était encore plus pervers. Il punissait le groupe pour la faute d'un seul. Les prisonniers devaient se surveiller mutuellement. La méfiance régnait dans les baraquements. Le personnel subissait aussi cette pression. Un garde montrait de la pitié, il était puni ou renvoyé. Un garde faisait preuve de cruauté. Il était promu et récompensé. L'erreur était interdite. Ce système a fonctionné avec une efficacité redoutable. Eicke a été promu inspecteur des camps de concentration. Il a exporté ses méthodes partout.
Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz. Chaque camp a copié Dachau. Durant la première année, les détenus étaient surtout des opposants politiques allemands. L'objectif était l'intimidation pure. On arrêtait les leaders, on les torturait pendant des mois, puis on les relâchait. Ils revenaient dans la société allemande changés. À l'image, des hommes amaigris, le regard fuyant, terrifiés par leur propre ombre. Ils servaient d'avertissement vivant. Le message était visuel. Voilà ce qui arrive aux opposants. Mais la situation a empiré. Le pouvoir nazi s'est consolidé et la mission de Dachau a évolué. Dès l'an 1935, de nouvelles catégories sont apparues. Les témoins de Jéhovah, dont la foi interdisait le serment à Hitler. Les Roms, classés comme racialement inférieurs. Les homosexuels, marqués d'un triangle rose et soumis aux sévices les plus sadiques. Les récidivistes, qualifiés d'asociaux. Tous envoyés là-bas indéfiniment. Puis vint novembre 1938. La nuit de cristal. Les synagogues brûlaient dans toute l'Allemagne. Plus de 10 000 hommes juifs ont été arrêtés et déportés vers Dachau en quelques jours. C'était un tournant décisif. Pour la première fois, une masse d'hommes était emprisonnée uniquement pour son identité juive. Le traitement qui leur était réservé dépassait tout ce qu'on avait vu. On les obligeait aux travaux les plus dégradants. Les coups pleuvaient plus fort, les gardes s'acharnaient, beaucoup mouraient en quelques semaines d'épuisement ou sous la torture. D'autres étaient libérés, mais à une seule condition, émigrer immédiatement et céder tous leurs biens au Reich. L'ultimatum était brutal, partez ou mourrez ici. Le camp a continué de s'étendre tout au long de la guerre. La machine de mort ne faisait que chauffer son moteur. 150 camps satellites, c'est l'ampleur vertigineuse de la toile tissée par Dachau en 1944. Le complexe s'était étendu comme un cancer à travers le sud de l'Allemagne et l'Autriche. Pourquoi cette expansion soudaine? L'économie de guerre allemande s'effondrait, mais la demande de main-d'œuvre esclave, elle, explosait. Les prisonniers ne sont plus traités comme des humains. Ils deviennent du carburant biologique pour l'industrie. Ils assemblent des pièces pour BMW. Ils rivettent des fuselages pour Messerschmitt. De nombreuses entreprises privées profitent de cette main-d'œuvre gratuite. Le vacarme des usines couvre le silence de la mort. Le système n'est pas conçu pour maintenir en vie. Il est conçu pour tuer lentement. Le régime alimentaire est une arme, une soupe claire, presque de l'eau, un quignon de pain, parfois une pomme de terre noircie. Le calcul calorique est brutal. Les détenus ingèrent 1000 calories par jour. Le travail forcé en brûle 3000. Le corps n'a d'autre choix que de se dévorer lui-même. En quelques semaines, des hommes robustes se transforment. La peau se tend sur les os. Les muscles disparaissent. Ce sont des squelettes qui marchent vers les chantiers. Le travail est harassant. Ils traînent des pierres. Ils creusent des fossés interminables. Ils construisent des routes 12-14 heures par jour. La violence est constante. Les gardes frappent. Ils utilisent des fouets, des matraques, leurs poings. Un regard de travers suffit. Parfois, aucune raison n'est nécessaire, juste l'envie de frapper. À première vue, un simple appel matinal. Mais en réalité, une méthode d'exécution statique. Les prisonniers doivent rester au garde-à-vous, immobiles, des heures entières, sous la pluie glaciale, dans la neige, sous la canicule. Celui qui flanche est battu. Celui qui tombe ne se relève souvent pas. Une balle met fin à sa chute. L'objectif est clair, briser toute volonté. Les gardes forcent les détenus à des actes dégradants. Ramper dans la boue comme des vers, chanter des hymnes à la gloire des bourreaux, regarder un camarade se faire torturer sans détourner les yeux. Mais l'horreur a franchi un nouveau seuil. Les médecins sont entrés en scène. Pour eux, le camp est un vivier de cobayes. Le docteur Sigmund Rascher mène les expériences les plus sadiques. Son obsession était la survie en eau glacée. Il veut des données pour les pilotes de la Luftwaffe abattus en mer du Nord. Il plonge des prisonniers dans des bacs remplis de glace. Ils y restent des heures, parfois 9 heures d'affilée. La plupart meurent d'hypothermie dans le bac. Ceux qui survivent ne sont pas sauvés. Rascher les recongèle immédiatement pour d'autres tests. Jusqu'à l'arrêt cardiaque, l'erreur était interdite. Rascher s'intéresse aussi à l'altitude. Il enferme des hommes dans des chambres de décompression. Il simule une montée à 68 000 pieds. La pression chute violemment. Les effets sont immédiats et dévastateurs. Les poumons se déchirent. Les tympans explosent, le cerveau subit des hémorragies massives. Sur la pellicule d'époque, on voit un homme se tordre de douleur derrière la vitre épaisse, hurlant sans son alors que son corps lâche de l'intérieur. Rascher filme tout. Ces images existent encore dans les archives. C'est une documentation méticuleuse de l'agonie.
D'autres expériences suivent. Il injecte le paludisme, la tuberculose, il teste des médicaments expérimentaux. Si le remède échoue, le patient meurt lentement, rongé par la fièvre. Des centaines d'hommes finissent infirmes ou morts sur ces tables d'opération. La plupart des médecins impliqués finiront devant le tribunal de Nuremberg. Beaucoup seront pendus. Mais le destin de Rascher est différent. Il n'a jamais vu le banc des accusés. En 1944, la SS l'arrête, pas pour ses crimes médicaux, mais pour falsification de documents administratifs. Himmler signe l'ordre personnellement. Rascher est exécuté d'une balle dans la tête peu avant la capitulation. Dachau n'était pas Auschwitz, ce n'était pas Treblinka. Il n'y avait pas de complexe industriel de chambres à gaz tournant jour et nuit. C'était un camp de travail et de détention. La mort venait autrement, par la brutalité, par la maladie, par la famine, par la négligence absolue. Cela ne rendait pas l'endroit moins létal. Avril 1945. Les forces américaines approchent. On entend au loin le grondement de l'artillerie alliée. Dans le camp, c'est la panique administrative. Les registres sont entassés. Les gardes mettent le feu au papier. À l'image, une épaisse fumée noire s'élève au-dessus des bâtiments de commandement. 32 000 morts confirmés. C'est le bilan officiel de Dachau et de ses sous-camps. Mais des milliers d'autres ont été expédiés vers les centres d'extermination de l'Est avant l'arrivée des libérateurs. Le nombre exact des victimes a disparu avec la fumée des archives. Avril 1945. L'Allemagne nazie s'effondre. Les forces soviétiques se rapprochent par l'Est comme un étau. Les Américains et les Britanniques balayent l'Ouest. Hitler est piégé dans son bunker berlinois. La guerre est techniquement finie. Pourquoi les souffrances ont-elles continué ? La logique militaire n'existait plus, mais la cruauté du système concentrationnaire fonctionnait encore à plein régime. Pour les prisonniers de Dachau, ces dernières semaines ont apporté une nouvelle forme de terreur. Les SS ont commencé l'évacuation massive des camps situés sur la route des Alliés. Ils ont forcé les détenus à des marches de la mort brutales. Fin avril, 7000 squelettes vivants ont été jetés sur les routes en direction des Alpes autrichiennes. Les hommes tombaient, les uns après les autres. Épuisement, famine, froid. Le bruit sec des coups de feu résonnait chaque fois qu'un prisonnier s'effondrait. Les gardes ne laissaient aucun traînard. Le 26 avril, la hiérarchie s'est enfuie. Le commandant du camp, le Hauptsturmführer Martin Weiss, a rassemblé ses affaires. Il n'a pas organisé de défense héroïque. Il a pris les véhicules, volé les stocks de nourriture et abandonné le navire. La plupart des gardes réguliers l'ont suivi. Ils ont laissé les prisonniers derrière eux pour mourir. Qui restait pour garder les portes ? L'Untersturmführer, Heinrich Wicker et 560 hommes. À première vue, une unité militaire opérationnelle, mais en réalité, une troupe composée de rebuts et de criminels. Ces hommes n'étaient pas des soldats d'élite, c'étaient des détenus de la prison disciplinaire des SS, des punis et des fauteurs de troubles. À leur côté, des troupes hongroises de la Waffen-SS qui parlaient à peine allemand. À l'image, on voit la peur sur leur visage. Aucun d'eux ne voulait être là. Aucun d'eux ne voulait affronter les Américains. Ils voulaient juste survivre au chaos. Mais le chaos s'étendait au-delà des barbelés. Le 28 avril, la ville de Dachau s'est embrasée. Un groupe de résistance armée a lancé une insurrection désespérée. À leur tête, 2 anciens prisonniers, Georg Scherer et Walter Neff. Des civils locaux les ont rejoints. Ils ont pris d'assaut l'hôtel de ville. Leur objectif était clair, empêcher les SS de liquider les derniers prisonniers du camp. L'espoir a été de courte durée. À midi, les unités de la Waffen-SS ont contre-attaqué. La puissance de feu était inégale. L'insurrection a été écrasée dans le sang. Les résistants ont été exécutés sur le pavé ou forcés de se disperser dans les ruines. La situation a encore empiré. Ce même 28 avril, un train est entré en gare de Dachau. Il arrivait du camp de concentration de Buchenwald. Le convoi avait quitté Weimar le 7 avril. 5000 prisonniers avaient été entassés dans des wagons à bestiaux. Les SS leur avaient acheté des rations pour une seule journée. Le calcul était simple. Le voyage devait durer 48 heures. Il a duré 3 semaines. Le train a erré comme un fantôme à travers la Saxe, la Tchéquie et la Bavière. Les bombardements alliés avaient pulvérisé les rails. Les routes s'étaient bloquées par les mouvements militaires. Le convoi s'arrêtait, repartait, changeait de direction, restait immobile pendant des jours entiers. Les prisonniers étaient verrouillés à l'intérieur. Pas de nourriture, pas d'eau, aucune installation sanitaire. L'air dans les wagons est devenu toxique. Ils mouraient par centaines, étouffés ou assoiffés. Le 21 avril, le train s'est arrêté à Nammering en Basse-Bavière. Les portes se sont ouvertes. Les gardes ont hurlé des ordres.
Ceux qui pouvaient encore marcher ont dû décharger les cadavres. Ils ont creusé des fosses dans les champs. 800 corps ont été abandonnés à Namring. Pendant le déchargement, les SS ont continué le massacre. Quiconque bougeait trop lentement était abattu sur place. Quand le train a finalement atteint Dachau dans l'après-midi du 28 avril, le silence était total. Entre 2000 et 3000 prisonniers étaient là morts à l'intérieur des wagons. Seulement 800 respiraient encore. À peine. Les SS n'ont pas ouvert les portes. Personne n'a déchargé les corps. Personne n'a donné une goutte d'eau aux survivants. Ils ont simplement garé le train sur une voie de garage, près de l'entrée du camp. 39 wagons remplis de cadavres, chauffés par le soleil printanier. Au matin du 29 avril, le bilan s'est encore alourdi. Le nombre de morts dans ce convoi a atteint environ 2310 personnes. Certains sont morts de faim, d'autres de maladie. Beaucoup ont simplement cessé de lutter. On imagine la scène. Des corps dans divers états de décomposition, entassés les uns sur les autres. Une odeur pestilentielle a envahi la zone. L'odeur de la mort était détectable à des centaines de mètres à la ronde. 29 avril 1945. L'aube se lève. Le bruit des chenilles de chars se fait entendre. 3 divisions américaines convergent vers Dachau. L'horreur allait être révélée au monde. 3 divisions américaines convergeaient vers un point unique sur la carte. L'aube se levait à peine sur la Bavière. Le général Harry Collins dirigeait la 42e division d'infanterie Rainbow. À ses côtés, le général Robert Frederick menait la 45e division Thunderbird. Le 27e bataillon de chars couvrait leurs arrières avec ses blindés lourds. Les ordres étaient nets et clairs. Avancer vers la zone de Munich. Savaient-ils ce qui les attendait? Ils avaient entendu des rumeurs, mais personne ne croyait à la réalité de l'enfer. Pour le soldat moyen, le terme « camp de concentration » ne signifiait rien de concret. On parlait de mauvais traitements envers les juifs et les prisonniers politiques. Mais la plupart des hommes rejetaient ces histoires. Pour eux, c'était de la propagande, des exagérations de guerre. Le lieutenant William Walsh l'a avoué plus tard. Aux États-Unis, il prenait ces récits pour des contes effrayants. Il avait tort. Ce dimanche matin, la course a commencé. La 42e et la 45e division fonçaient vers Dachau. La compétition était féroce entre les unités. Encore aujourd'hui, le débat fait rage pour savoir qui a franchi le périmètre en premier. Chaque division revendique l'honneur de la libération. Mais cette gloire allait bientôt avoir un goût de cendre. Ce qui est certain, c'est que les hommes des 2 unités étaient présents pour voir l'horreur et pour participer aux tueries qui ont suivi. Midi pile. Les troupes américaines approchèrent du camp par le sud. Soudain, le crépitement sec des armes automatiques. La résistance était là. Environ 30 soldats SS tenaient une position défensive à l'extérieur du complexe. C'étaient des jeunes, abandonnés par les officiers supérieurs en fuite. Ils ont ouvert le feu. À l'image, les soldats américains se déploient et ripostent instantanément. Le combat fut bref. Ces Américains avaient traversé l'Europe. Ils étaient là des vétérans endurcis par des mois de campagne. La résistance allemande a été balayée en quelques minutes. Le silence est retombé, mais quelque chose clochait. En avançant vers l'enceinte, les hommes ont senti une odeur. Ce n'était pas une odeur normale. Au début, personne ne pouvait l'identifier. Certains pensaient à des produits chimiques, d'autres à des plumes brûlées. À première vue, une simple zone industrielle, mais en réalité, un charnier à ciel ouvert. L'odeur devenait insupportable. C'était celle de la viande en décomposition, une puanteur lourde, grasse, anormale. Les soldats se regardaient, inquiets. Certains ont noué des mouchoirs sur leur visage pour filtrer l'air, un geste inutile. La puanteur traversait le tissu. Elle collait à la peau. Le soldat de première classe John Lee a pris l'initiative. Membre de la 42e division, il a contourné un virage le long de la voie ferrée. Devant lui, le train de la mort. 39 wagons de marchandises immobiles sous le soleil printanier. Sur la bande, on voit des portes de wagons grandes ouvertes, d'autres scellées. Des corps étaient là visibles depuis l'extérieur. Lisses et figés. D'autres soldats l'ont rejoint, l'arme à l'épaule, le doigt sur la détente. Ils s'attendaient à un piège. Ils s'approchaient avec prudence, mètre par mètre. Mais l'ennemi n'était pas là. Ce qu'ils ont découvert dépassait l'entendement humain. Des milliers de cadavres s'entassaient dans les wagons. Des corps squelettiques flottant dans des uniformes rayés trop grands pour eux. Certains étaient nus, jetés pêle-mêle comme du bois de chauffage. Des yeux vitreux fixaient le vide. Des membres enchevêtrés rendaient impossible la distinction entre les individus. Certains cadavres étaient enveloppés dans des couvertures sales. La décomposition avait fait son œuvre. Des peaux noires, vertes, gonflées par les gaz. D'autres semblaient tout juste morts, les corps encore frais. Une vision d'apocalypse.
Les soldats ont baissé leurs armes. Le silence était absolu. Ces hommes se battaient depuis plus de 2 ans. Ils connaissaient la mort. Ils avaient vu des camarades déchiquetés par l'artillerie. Ils avaient vu des corps calcinés par les lance-flammes et abattus par les snipers. Mais ceci n'était pas la guerre. Sur le champ de bataille, la mort a une logique. Ici, c'était l'abattoir. C'était un meurtre industriel, calculé, systématique. Le sergent technique Peter Galerio a témoigné plus tard devant les enquêteurs. Il a décrit une masse de 200 ou 300 personnes dans un seul wagon. Un tas d'eau et de peau. Sa seule réaction sur le moment a été le choc pur. Il a regardé à l'intérieur et a lâché « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» L'horreur était totale. Le soldat Clifford Barrett ne pouvait pas oublier l'odeur. Des décennies plus tard, le souvenir le hantait encore. C'était la pire chose qu'il ait jamais sentie. Impossible de dire où finissait un corps et où commençait l'autre. Le lieutenant-colonel Felix Sparks, commandant du bataillon, a écrit dans ses mémoires que cette image ne s'effacerait jamais. L'odeur de la mort était écrasante. Certains ont essayé de compter les morts. On entend le bruit des bottes qui crissent sur le gravier, mais personne ne parle. La tâche était impossible. Il y en avait trop. L'état de décomposition rendait l'identification irréalisable. Le cerveau humain refusait de traiter l'information. Des vétérans endurcis se sont effondrés. Plusieurs ont vomi sur le ballast, d'autres pleuraient, sans pouvoir s'arrêter. Certains restaient debout, pétrifiés par une rage froide, mais au-delà de la colère ou du dégoût, une seule émotion dominait tout le bataillon, la peur. 75% de l'effectif initial avait disparu. C'était le bilan de la 45e division d'infanterie. Pourquoi ces hommes ont-ils perdu leur humanité ce jour-là? Ils avaient là pourtant traversé l'enfer sans flancher. Mais ce qu'ils ont vu sur ces rails a tout changé. Ces soldats ne se battaient pas depuis quelques semaines. Ils étaient au front depuis novembre 1942. 2 années complètes dans la boue et le sang. Ils avaient débarqué en Sicile en juillet 1943. Ils avaient traversé toute la campagne d'Italie, Salerne, Anzio, des noms gravés sur les tombes de leurs amis. Les pertes avaient été dévastatrices. En août 1944, ils avaient envahi le sud de la France. Ils avaient combattu mètre par mètre dans les montagnes des Vosges. Ils avaient franchi la frontière allemande et percé la ligne Siegfried. Ils avaient subi les tirs d'artillerie, les bombardements aériens, les embuscades de nuit. Ils avaient vu leurs camarades démembrés par les obus. Ils les avaient vus brûler vifs dans des chars. Ils étaient épuisés. Leurs nerfs étaient à vif. Mais une seule émotion les unissait tous désormais, la fureur. Pas une simple colère, une rage froide et absolue. Le train de la mort a brisé quelque chose en eux. Le sergent Peter Gallery a regardé ces hommes. Il n'a pas fait de grands discours. Il a simplement donné une instruction. Abattons ces chiens nazis, pas de prisonniers. Ne laissez aucun SS en vie. Ce n'était plus un ordre militaire, c'était une sentence. La phrase a circulé dans les rangs américains. Elle s'est transmise d'un soldat à l'autre. Quelques minutes auparavant, ces hommes respectaient encore les conventions de Genève. Ils traitaient humainement les Allemands capturés, même ceux qui avaient tué leurs amis. Mais la situation a basculé. Les soldats ont décidé que les gardes SS ne méritaient plus aucune protection. Les règles de la guerre venaient d'être effacées. Les troupes américaines ont dépassé le train et ont avancé vers le camp principal. À l'image, on distingue les uniformes gris des SS qui courent vers les bois. Certains gardes tentèrent de fuir, d'autres levèrent les mains, jetant leurs armes au sol pour se rendre. D'autres encore tiraient depuis les miradors. La riposte américaine a été immédiate et brutale. La résistance a été supprimée en quelques secondes. Plusieurs gardes sont morts durant l'échange de tirs. C'étaient des pertes de combat légitimes. Mais la ligne rouge a rapidement été franchie. À première vue, une reddition militaire classique, mais en réalité, une exécution sommaire. Les gardes qui se rendaient étaient abattus. Ceux qui étaient blessés recevaient une balle dans la tête pour les achever. On entend le bruit sec des culasses qu'on réarme. À chaque pas vers le camp, la discipline s'effritait un peu plus. Il était environ 15 heures. Le général de brigade Henning Linden, de la 42e division d'infanterie, est arrivé au poste de commandement. Face à lui, l'Untersturmführer SS Heinrich Wicker. C'était le commandant par intérim. Les officiers réguliers avaient fui bien avant l'arrivée des Alliés. Wicker était resté. Il a salué le général Linden. Il a officiellement remis le contrôle du camp aux Américains. Wicker pensait suivre la procédure. Il s'attendait à être traité comme prisonnier de guerre selon les conventions internationales. Il pensait être interrogé, enregistré, puis envoyé dans un camp de détention. L'erreur était fatale. Quelques heures plus tard, Heinrich Wicker était mort. Les circonstances exactes restent floues. Certains rapports indiquent
qu'il a été exécuté par des soldats américains. D'autres affirment qu'il a été battu à mort par les prisonniers libérés. Une seule certitude, il n'a pas survécu à cette journée. Le général Linden a commencé l'inspection du camp. Il était accompagné de journalistes. Parmi eux, Marguerite Higgins du New York Herald Tribune. Elle était l'une des rares correspondantes de guerre présentes sur le théâtre européen. Sur ses notes, elle décrit l'indicible. Ce qu'ils ont découvert dépassait l'entendement. Dans les semaines précédant la libération, les SS avaient paniqué. Ils évacuaient frénétiquement les camps de Pologne et d'Allemagne face à l'avancée des Alliés. Ils expédiaient des milliers de détenus vers l'ouest dans des convois massifs. Leur objectif était simple, empêcher les Soviétiques à l'est et les Américains à l'ouest de libérer ces témoins. Le système concentrationnaire s'effondrait sur lui-même. 32 000 prisonniers. C'était le chiffre exact que contenait l'enceinte ce jour-là. L'architecte d'origine avait conçu le camp pour 6 000 personnes. Après une extension, il pouvait en accueillir 8 000, mais 32 000 personnes s'y entassèrent désormais. Chaque centimètre carré était occupé. La surpopulation défiait les lois de la physique. Les baraquements prévus pour 250 hommes en abritèrent maintenant 1600, parfois plus. Les lits en bois s'empilaient sur 3 niveaux. 3 ou 4 hommes partageaient une couchette individuelle. Impossible de se retourner, impossible de s'étendre. Les détenus dormaient assis. Certains dormaient debout, coincés les uns contre les autres. Ils organisaient des tours pour s'allonger quelques minutes sur le bois nu. La situation était critique. La famine avait fait des ravages dans les dernières semaines. Les SS avaient coupé l'approvisionnement. Les rations n'arrivaient plus. Pourquoi les corps s'empilaient-ils dehors? Les fours fonctionnaient jour et nuit. Mais la cadence des morts dépassait la capacité technique des crématoriums. À l'image, des murs de cadavres devant le bâtiment de briques. On les empilait comme du bois de chauffage en attendant le feu. L'odeur était insoutenable, un mélange de chair en décomposition et d'excréments. Les latrines débordèrent depuis longtemps. Pour les soldats américains qui approchaient, l'air lui-même devenait toxique. Ils décrivaient une atmosphère d'enfer sur Terre. À l'intérieur des blocs, le silence n'existait pas. Les prisonniers émaciés gisaient sur les planches, trop faibles pour se lever. Le typhus ravageait les rangs. Les poux propageaient la maladie. Une fièvre intense, des maux de tête violents, une éruption cutanée caractéristique, l'hygiène avait totalement disparu. L'épidémie tuait par milliers, d'autres mouraient de tuberculose. Leurs poumons étaient détruits par les années de travail forcé et les fumées toxiques des usines du camp. La dysenterie achevait les plus résistants, une déshydratation rapide menant à la mort. L'odeur de la maladie et des déchets humains saturait l'espace. Chaque respiration avait un goût de pourriture. Les soldats américains traversèrent le camp. Le choc était total. Ils avançaient dans un silence stupéfait. Certains se pliaient en deux et vomissaient sous l'effet de l'odeur et de la vision. D'autres pleuraient. Des hommes armés, endurcis par le front, pleuraient sans se cacher devant leurs camarades. La tristesse laissait vite place à la rage. Les visages se tordèrent de fureur. Un soldat a écrit une lettre à sa famille cette semaine-là. Il a noté les faits. Il avait vu la mort au combat. Mais ceci n'était pas la guerre, c'était un abattoir. Le mal était devenu une réalité tangible. Marguerite Higgins, correspondante de guerre, était présente. Son rapport allait bientôt faire la une des journaux en Amérique. Elle décrivait les yeux, des milliers d'yeux injectés de sang, incrédules, fixant les libérateurs. Puis, la digue a cédé. À la vue des uniformes américains, la foule a poussé un rugissement immense. Les derniers vestiges de la discipline du camp ont volé en éclats. Sur la bande sonore, on entend des pleurs, des cris, des hurlements de joie. Les prisonniers n'étaient plus que des squelettes. La plupart tenaient à peine debout. Pourtant, ils ont trouvé la force d'acclamer, de tendre les bras, de toucher les soldats. La barrière psychologique est tombée. Les prisonniers se sont rués vers les Américains. Ils ont brisé les cordons de sécurité. Ils embrassaient donc les soldats. Ils les soulevaient sur leurs épaules. Ils baisaient leurs mains. Une cacophonie de langues s'élevait. Polonais, russe, français, allemand, italien, hongrois, néerlandais, tchèque. Ils tentèrent de communiquer leur gratitude. Quelques mots d'anglais cassés, des gestes frénétiques. Certains tombaient à genoux, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. D'autres dansaient. Malgré la faiblesse extrême, ils liaient leurs bras et tournaient en rond. Ils tournaient jusqu'à l'effondrement total par épuisement. À première vue, une scène de chaos. Mais en réalité, le premier instant d'humanité depuis des années. Pour plus de 32 000 personnes, la libération signifiait la survie. Ils avaient traversé la torture, la faim, la maladie.
Ils avaient vu leurs amis mourir quotidiennement en se demandant si leur tour viendrait le lendemain. Ils avaient tenu. Mais, pour les soldats américains, Dachau marquait un tournant définitif. Ils comprenaient enfin. Ce n'était pas seulement une guerre contre une armée ennemie. Ce n'était pas une question de territoire ou de frontières. L'idéologie n'était plus un concept abstrait. Ils voyaient les usines construites pour assassiner des êtres humains. Ils voyaient le système qui avait rendu cet enfer nécessaire. Ils savaient désormais pourquoi ils s'étaient rebattus. Le mal absolu avait un visage. 4 hommes, 4 balles. C'est ainsi que le massacre a commencé. Le lieutenant William Walsh commandait la première compagnie du 157e régiment d'infanterie. Il patrouillait près de l'entrée arrière du camp. Devant lui, un wagon de marchandises immobile. À l'intérieur, 4 soldats allemands attendaient. Ils avaient les mains levées. Ils n'avaient aucune arme. Selon la Convention de Genève, ils étaient protégés. La procédure était simple. Walsh devait les arrêter, les fouiller et les envoyer à l'arrière pour un interrogatoire. Pourquoi Walsh a-t-il tiré ? Le règlement était clair, mais la rage était plus forte que le règlement. Il n'a pas prononcé un mot. Il a sorti son pistolet calibre 45. Il a visé. Il a abattu les 4 hommes, l'un après l'autre. Une exécution sommaire. Les corps se sont effondrés sur le plancher du wagon. Le soldat Albert Pruitt, qui se tenait à côté, a observé la scène. Il n'a pas détourné le regard. Il est monté dans le wagon, enjambant les jambes des Allemands. Certains bougeaient encore. Pruitt a levé son arme et a tiré le coup de grâce dans la tête de chaque blessé. C'était un meurtre. Clair, net, prémédité. Les Allemands s'étaient rendus. Ils étaient désarmés. Les abattre violaient toutes les règles de la guerre et tous les principes de l'armée américaine. Mais Walsh s'en moquait. Quelques minutes plus tôt, il avait longé le train de la mort. Il avait vu les milliers de cadavres squelettiques entassés dans les wagons. L'odeur de la chair en décomposition lui collait à la peau. Il avait décidé que ces 4 Allemands ne méritèrent pas de survivre. D'autres soldats américains ont été témoins de la fusillade. Personne n'a crié au scandale. Certains ont hoché la tête en signe d'approbation, d'autres ont resserré leur prise sur leurs fusils, prêts à imiter leur lieutenant. Mais ce n'était que le prélude. La violence s'est déplacée vers le dépôt de charbon du camp. Les soldats ont rassemblé un groupe de gardes SS capturés ou rendus. Ils les ont poussés contre un mur, sous bonne garde. Les récits divergent sur le déclencheur exact, créant une controverse qui dure depuis 79 ans. Mais les faits bruts sont indiscutables. Quelqu'un a ouvert le feu, peut-être le lieutenant Walsh, peut-être des hommes de la 45e division agissant seuls, ou peut-être sur ordre. Une rafale d'armes automatique a déchiré le silence. Les balles de mitrailleuses ont balayé la cour à charbon. À l'image, le chaos total. Les gardes SS sont tombés en hurlant. Certains sont morts sur le coup, fauchés par les balles. D'autres rampaient là sur le sol noirci, criant à l'aide. À première vue, une simple opération de sécurisation qui a dérapé. Mais en réalité, un nettoyage méthodique. Les Américains ont avancé parmi les corps. Ils ont marché dans le sang qui s'accumulait sur la poussière de charbon. Ils ont tiré dans la tête des blessés avec leurs pistolets, à bout portant. Les cadavres s'empilaient. Le massacre a continué jusqu'à l'arrivée du lieutenant-colonel Felix Sparks. Il a couru vers la fusillade. Il a hurlé des ordres pour arrêter ses hommes. Le calme est retombé, lourd et pesant. Combien sont morts dans la cour à charbon ? Ce chiffre reste l'un des points les plus débattus de la libération de Dachau. Le lieutenant-colonel Sparks, commandant du 3e bataillon, a affirmé plus tard être arrivé dès les premiers coups de feu. Il a estimé qu'environ 16 gardes SS avaient été tués par ces hommes. Il a ajouté un détail. Un 17e garde a été tué par un prisonnier libéré qui avait arraché un fusil à un soldat américain. Le colonel Walter Fellens a mené l'enquête pour la 7e armée. Dans son rapport officiel, rédigé quelques semaines après les faits, il a confirmé le chiffre. 17 gardes tués. Ces nombres relativement modestes, 16 ou 17 morts, indiquent une exécution brève. Une explosion de violence stoppée rapidement par l'intervention de Sparks. Mais pour les hommes alignés contre le mur, la rapidité n'avait aucune importance. La justice de guerre avait frappé. 538 gardes exécutés en quelques heures. C'était l'accusation brutale portée contre les libérateurs. Le général Sparks est intervenu rapidement. Il a stoppé les tirs, frappé le mitrailleur et rétabli l'ordre. C'est la version officielle. Mais d'autres témoins racontent une histoire radicalement différente. Une histoire de vengeance totale. Le colonel Howard Buchner est entré en scène. Médecin-chef de la 45e division d'infanterie, il était présent ce jour-là. Il a marché sur le sol gelé de Dachau. En 1986, il a publié un livre au titre évocateur « L'heure du vengeur ». À l'intérieur, il a lâché une bombe médiatique. Selon Buchner,
Le bilan officiel est un mensonge. Il concède que 30 gardes SS ont été tués lors des combats initiaux autour du camp. Tout le monde s'accorde sur ce point. Mais ensuite, les chiffres s'envolent. Buechner affirme que 122 autres gardes ont été exécutés sommairement juste après leur capture. Isolés dans divers coins du camp, ils auraient été abattus sans procès. Mais ce n'était que le début. La situation décrite par le médecin empire au dépôt de charbon, près de la tour B. Buechner y décrit un massacre industriel. 346 SS alignés systématiquement contre les murs de briques, des mitrailleuses lourdes sur trépied face à eux, et l'ordre de tirer. Une exécution de masse. Il ajoute encore 40 gardes, battus à mort par les prisonniers libérés sous le regard passif, voire complice, des soldats américains. Le total de Buechner, 534 morts par exécution sommaire le 29 avril 1945. Si ces chiffres sont exacts, le massacre de Dachau n'est plus un incident. Il devient l'un des plus grands crimes de guerre commis par les forces américaines sur le théâtre européen. Mais est-ce la vérité? La plupart des historiens rejettent ces affirmations. Ils les qualifient d'exagération sauvage ou de fabrication pure. Pourquoi une telle divergence? Il faut examiner les preuves matérielles. La crédibilité de Buechner a subi un coup dévastateur un an après la sortie de son livre. En 1987, sa déposition sous serment de mai 1945 a été déclassifiée. Ce document raconte une toute autre histoire. À l'époque, 2 semaines seulement après la libération, alors que l'odeur de la poudre et des corps était encore présente, il a parlé aux enquêteurs de l'armée. Dans ce rapport officiel, il a déclaré avoir vu personnellement 15 ou 16 Allemands abattus. Pas 538, pas 346, 15 ou 16. Des décennies plus tard, dans son livre, ce nombre avait mystérieusement gonflé pour dépasser les 500. Confronté à cette contradiction flagrante, Buechner a tenté de se justifier. Il a prétendu avoir menti aux enquêteurs en 1945. Il voulait protéger ses camarades de la cour martiale. Son livre, disait-il, révélait enfin la vraie vérité. Mais cette explication soulève des questions évidentes. À première vue, une confession tardive et honnête. Mais en réalité, une mémoire défaillante qui contredit les faits bruts. Pourquoi croire un récit écrit 40 ans plus tard, par un homme âgé dont les souvenirs s'estompent, plutôt qu'un témoignage sous serment recueilli sur place? Ensuite, il y a le problème visuel. Si 538 gardes avaient été exécutés lors de tueries de masse systématiques, les preuves photographiques seraient accablantes. La libération de Dachau a été l'un des événements les plus documentés de la guerre. Les photographes de l'armée et les cadreurs du signal-corps étaient partout. Leurs caméras ont tout enregistré. Sur la pellicule, on voit tout, le train de la mort sous plusieurs angles, les conditions insalubres des baraquements, les fours du crématorium. On voit les corps squelettiques empilés. On entend presque les cris de joie des prisonniers libérés. Les objectifs ont capturé les gardes SS rassemblés, mains sur la tête, en train d'être fouillés contre les grillages. Mais une montagne de 300 cadavres près du dépôt de charbon? Aucune image, aucune trace. L'objectif ne ment pas, et il n'a rien vu de tel. Le dossier reste vide. Le 29 avril 1945. Des centaines de clichés documentent cette journée historique. Sur les tirages, on distingue clairement les corps. Des gardes SS gisent au pied des miradors. D'autres sont étendus dans la boue à divers endroits du camp. La mort est présente sur chaque image. Mais une chose manque à l'appel. Aucune trace de l'exécution massive décrite par Buechner. Pas de rangée de 346 cadavres alignés contre les murs. Pas de fosse commune fraîchement creusée. Si un tel massacre avait eu lieu, les photographes de guerre l'auraient capturé. Ils étaient là pour ça, soit comme preuve judiciaire, soit par hasard en filmant la libération. Pourquoi cette absence d'image? Les cadreurs couvraient dans chaque mètre du camp. Mais l'objectif n'a rien enregistré de tel pour une raison simple, l'événement n'a probablement jamais existé. L'absence de photos ne prouve pas l'inexistence du crime, c'est vrai, mais elle fragilise considérablement la thèse d'une extermination systématique. Les faits sont têtus. L'armée américaine a mené plusieurs enquêtes indépendantes immédiatement après la libération. Les inspecteurs ont interrogé des dizaines de soldats. Ils ont examiné les corps un par un. Ils ont relevé les impacts de balles et analysé les scènes de crime. Le bilan officiel est sans appel. 30 à 50 gardes abattus par les troupes américaines, loin des 538 morts annoncés. Les enquêteurs n'avaient aucune raison de minimiser les chiffres. Au contraire, la transparence était exigée par le commandement pour prendre les sanctions nécessaires. L'estimation la plus crédible, corroborée par de multiples témoins oculaires, reste stable,
entre 30 et 50 SS tués ce jour-là. C'est un chiffre significatif, c'est un crime de guerre avéré, mais ce n'est pas le massacre industriel décrit par Buchner. Le lieutenant-colonel Joseph M. Whitaker a pris les choses en main. C'était l'inspecteur général adjoint de la 7e armée. Le 2 mai 1945, 3 jours seulement après la libération, le général Arthur White a ordonné une procédure formelle. Il voulait la vérité sur les mauvais traitements infligés aux gardes allemands. Whitaker est arrivé à Dachau le 3 mai. Il n'a pas survolé le dossier. Il a passé des semaines sur le terrain. Il a collecté les douilles. Il a écouté les témoins. Il a trié les preuves forensiques. Le 8 juin 1945, son rapport tombe. Le document est intitulé « Enquête sur les mauvais traitements présumés des gardes allemands à Dachau ». Les conclusions sont chirurgicales. Sur le papier, les détails sont précis. 16 SS abattus dans la cour à charbon. Un autre tué par un détenu. 17 fusillés près de la tour B. Quelques autres isolés, éliminés par des soldats américains dans le périmètre. Le total imputable aux troupes américaines oscille entre 30 et 40. Les prisonniers libérés, dans leur rage, ont tué entre 25 et 50 gardes supplémentaires. Le rapport de Whitaker est formel. Ce n'étaient pas des combats, c'était des exécutions sommaires. Les gardes SS s'étaient rendus. Ils n'avaient plus d'armes. Ils étaient prisonniers de guerre. Les abattre violait toutes les conventions militaires. Mais l'histoire devient encore plus complexe. À première vue, une vengeance justifiée contre des monstres. Mais en réalité, une erreur de cible tragique. L'enquête a révélé une ironie sanglante. Les hommes tués par les Américains n'étaient pas les tortionnaires habituels du camp. Ils n'avaient pas dirigé Dachau pendant 12 ans. Le commandant Weiss et ses gardes réguliers avaient fui les lieux le 26 avril. Ils avaient pris la route bien avant l'arrivée des chars. Ceux qui restaient n'étaient que des remplaçants, des fonds de tiroir, des détenus de la prison disciplinaire de la SS, des criminels de droit commun servant leur peine, ou des soldats de la Waffen-SS hongroise arrivés sur place depuis quelques jours à peine. Sur les images d'archives, on voit leur visage. Ils semblent perdus. La plupart n'avaient jamais travaillé dans un camp de concentration. Ils ne connaissaient pas la routine de l'horreur. Ils se sont retrouvés là par hasard. Ils ont payé pour les crimes des autres. Le 29 avril 1945. C'est la date précise où le destin a basculé pour les gardes de Dachau. Ils étaient là, debout, dans leurs uniformes impeccables. Mais étaient-ils les véritables bourreaux du camp? La réponse est non. Ils portaient l'insigne de la SS au col, mais c'étaient de simples remplaçants. Les vrais tortionnaires, ceux qui opéraient dans ce centre de détention depuis 1933, avaient déjà pris la fuite. Ils avaient laissé ces nouvelles recrues derrière eux pour affronter l'orage. Les soldats américains ne cherchaient pas les nuances. Ils venaient de découvrir le train de la mort. Des wagons ouverts, remplis de cadavres squelettiques. L'odeur de la chair en décomposition prenait à la gorge. La rage a immédiatement remplacé la discipline. Pour les Américains, quiconque portait un uniforme allemand était coupable. La responsabilité individuelle ne comptait plus. Le lieutenant-colonel Felix Sparks commandait le bataillon. Des décennies plus tard, il a écrit sur cette journée avec un mélange de fierté et de regret. Il insistait sur un point. Ces soldats n'étaient pas des tueurs nés. Ils ont agi sous le coup d'une colère compréhensible face à l'horreur des conditions du camp. Soudain, le bruit d'une fusillade a éclaté près du dépôt de charbon. Sparks n'a pas attendu. Il a couru vers le bruit. Il a vu ses hommes aligner les prisonniers allemands. Il a sorti son pistolet de service. Il l'a braqué directement sur ses propres troupes. Il a hurlé un ordre sec. Le premier soldat américain qui tire une balle de plus serait abattu sur le champ. À première vue, un acte de trahison envers ses hommes, mais en réalité, le seul moyen de stopper le massacre. Selon Sparks, cette menace a figé les exécutions. Il a estimé le bilan total de son bataillon à 30, peut-être 50 gardes tués. Pas plus. Jusqu'à la fin de sa vie, Sparks a défendu ses hommes. Il répétait inlassablement que la vision de l'enfer de Dachau justifiait cette perte de contrôle. Il a écrit que, compte tenu de ce qui a accueilli les yeux des premières troupes de combat, la justice et l'équité ne pouvaient pas s'appliquer. Mais les balles américaines n'étaient pas la seule menace. Les prisonniers libérés avaient aussi soif de sang. La barrière entre détenus et gardiens n'existait plus. Un aumônier américain a rapporté une scène brutale. 3 jeunes hommes juifs l'ont approché. Ils venaient de débusquer un garde SS particulièrement sadique. L'homme tentait de se cacher dans une grange, déguisé avec des vêtements de paysan. Le subterfuge n'a pas fonctionné. Ils l'ont battu à mort sur le sol de la grange. D'autres témoins décrivent des scènes de chaos absolu. À l'image, des détenus qui s'emparent des gardes cessent.
Ils n'ont pas d'armes à feu, ils utilisent des pelles, des gourdins, de lourdes pierres. Certains gardes ont été jetés au sol et piétinés. Les talons des prisonniers s'enfoncèrent dans les côtes et les crânes, d'autres ont été projetés violemment contre les murs de briques jusqu'à ce qu'ils cessent de bouger. Le prisonnier polonais Walenty Lenarchuk a décrit la scène avec précision. La foule a submergé les barbelés. Ils ont soulevé les soldats américains en triomphe sur leurs épaules. Puis, dans le même mouvement, ils ont attrapé les hommes de la SS. Ils les ont mis à terre. La poussière masquait les détails. Personne ne voyait exactement si les gardes étaient piétinés ou étranglés, mais le résultat était le même. Ils mouraient. Lenarchuk a eu cette phrase terrible « Nous avons été des animaux pour eux pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, c'était notre anniversaire. » Le nombre exact de gardes tués par les prisonniers reste un mystère. Les estimations varient, d'une poignée à plus de 50. C'était l'anarchie de la libération. Des milliers d'hommes soudainement libres, guidés par la vengeance pure. Les gardes qui n'ont pas pu s'échapper ont été littéralement mis en pièces. Un récit glaçant le sang. Un témoin a vu 2 prisonniers libérés s'acharner sur un garde allemand avec une pelle métallique. Les coups étaient lourds, répétitifs. Un autre témoin a vu un prisonnier sauter à pieds joints sur le visage d'un garde, encore et encore, jusqu'à ce que le visage devienne une masse méconnaissable de chair et d'os. Ce n'étaient pas des morts au combat. Ce n'étaient pas des actes de guerre. C'était des lynchages, la justice de la foule. Ce n'étaient pas des combats, mais des exécutions. La libération de Dachau s'est transformée en règlement de compte, une justice de rue brutale et immédiate. La foule ne voulait pas de procès, elle voulait du sang, et les soldats américains présents n'ont rien fait pour les arrêter. Dans de nombreux cas, ils ont attisé les flammes. Un GI tend son arme de service à un détenu squelettique, un autre monte la garde devant une remise. À l'intérieur, les prisonniers battent leurs anciens geôliers à mort. Certains Américains ont simplement détourné le regard. Ils ont allumé une cigarette et fixé l'horizon pendant que les coups pleuvaient. Pourquoi ont-ils laissé faire ? Le manuel militaire était clair, mais la haine était plus forte que le règlement. La libération est devenue un bain de sang. Ici se pose une question morale impossible. Ces meurtres étaient-ils justifiés ? Pour les soldats et les survivants, la réponse ne faisait aucun doute. Ces gardes portaient uniforme SS. Ils servaient une usine de mort. Même les remplaçants arrivés depuis 2 jours faisaient partie de la machine. Le train de la mort stationné à l'extérieur servait de preuve. L'odeur des fours servait de verdict. Les abattre n'était pas un meurtre, c'était une mesure d'assainissement. Mais ce n'était que le début du problème. Le droit international et les conventions de Genève disent non. Un prisonnier de guerre doit être traité avec humanité. Une exécution sommaire reste un crime de guerre. La vengeance viole les lois qui séparent la civilisation de la barbarie. Si nous exécutons sans procès, la différence avec l'ennemi disparaît. L'état de droit s'effondre. Le commandement américain a compris le danger instantanément. Le général Arthur White a ordonné une enquête 3 jours seulement après l'ouverture du camp. Le lieutenant-colonel Whittaker a passé des semaines à tout documenter. Il a interrogé les témoins. Il a ramassé les douilles. L'armée américaine savait que ses propres hommes avaient commis l'irréparable. La question était politique. Que faire de cette vérité ? Sur les rapports, on lit des noms précis et des aveux signés. Le lieutenant Walsh a reconnu les faits. Il a admis avoir abattu 4 Allemands dans un wagon de marchandises. D'autres soldats ont été identifiés par des témoins oculaires. Whittaker avait assez de preuves pour envoyer une 12aine d'hommes en cour martiale pour meurtre. Le dossier était solide. Mais Whittaker a aussi pris en compte le contexte psychologique. À première vue, des assassins en uniforme. Mais en réalité, des hommes brisés par 500 jours de guerre. Ces soldats avaient combattu sans interruption depuis plus d'1 an. Ils avaient perdu les 3/4 de leur division. Ils avaient vu leurs amis mourir sous les obus. Et soudain, ils entrèrent dans Dachau. Ils voyaient le train rempli de cadavres. Ils marchaient sur un sol jonché de corps. Ils respiraient l'air saturé de cendres humaines. La découverte du meurtre systématique a fait sauter les derniers verrous moraux. L'heure de la décision a sonné. Le 31 décembre 1945, le colonel Charles Decker a tranché. Il était le juge-avocat adjoint pour le théâtre européen. Il a relu l'enquête de Whittaker. Il a vu les crimes, mais il a aussi vu l'enfer de Dachau. Il a conclu qu'il y avait des circonstances atténuantes. Decker a écrit son rapport final. Il a noté une violation de la lettre de la loi internationale. Les gardes SS avaient été abattus sans jugement. C'était un fait. Mais il a ajouté une nuance capitale.
À la lumière des conditions découvertes par les troupes de combat, la justice ne demandait pas de poursuite. Fixer une responsabilité individuelle était une tâche impossible. On entend presque le bruit du tampon qui claque sur le dossier. L'affaire a été classée. Aucune charge n'a été retenue. Aucune cour martiale n'a été convoquée. Les soldats américains qui ont exécuté les gardes SS à Dachau sont rentrés chez eux libres. L'armée a décidé que le craquage nerveux était inévitable vu les circonstances. Cette décision divise encore les historiens. Les critiques affirment qu'en refusant de juger ces hommes, l'autorité morale a été sacrifiée. La justice est restée silencieuse. Une hypocrisie flagrante menaçait la légitimité même des procès de Nuremberg. Les critiques étaient acerbes. Comment l'Amérique pouvait-elle juger les criminels de guerre allemands pour avoir violé les lois militaires? Surtout quand les soldats américains avaient commis exactement les mêmes actes sans subir la moindre conséquence. Pourquoi cette différence de traitement? C'était la justice du vainqueur. Mais les défenseurs de cette décision soulignent une nuance capitale. Il y a une différence entre une atrocité planifiée et une réaction spontanée face à l'horreur absolue. À première vue, une violation identique du code militaire, mais en réalité, deux mondes opposés s'affrontaient. Les SS de Dachau avaient infligé un camp de la mort pendant 12 ans. C'était un système industriel. Ils avaient tué des dizaines de milliers de personnes par la brutalité, la famine calculée et les expériences médicales. Les soldats américains, eux, n'ont passé que quelques heures à Dachau. Ils ont vu le train de la mort. Ils ont senti l'odeur des corps en décomposition. 30 à 50 gardes ont été abattus dans un accès de rage incontrôlable. Les deux camps ont violé les lois de la guerre, mais l'un représentait le mal calculé. L'autre était une vengeance illégale, certes, mais compréhensible. Le lieutenant Walsh n'a jamais exprimé le moindre remords. Il a tiré sur 4 Allemands, qui avaient pourtant levé les mains pour se rendre. Il n'a jamais présenté d'excuses. Sur l'enregistrement d'une interview de 1987, on entend le ton froid de sa voix. Il déclare qu'aucun SS tué pour la défense de Dachau ne s'est demandé pourquoi il mourait. Il savait très bien pourquoi. Walsh a ajouté une phrase glaciale. « Quand j'irai en enfer, je vérifierai s'il savait. Il était persuadé d'avoir agi juste. Pour lui, les gardes SS méritaient simplement la mort. Il a continué de servir son pays jusqu'à la fin de sa vie sans jamais regarder en arrière. Mais ce n'était que le début de la prise de conscience. » Le 12 avril 1945, le général Dwight Eisenhower s'est rendu au camp de concentration d'Ohrdruf. C'était une semaine après la libération. Il a marché dans la boue, il a vu les corps empilés comme du bois, il a examiné les preuves matérielles des tortures. Il a compris immédiatement l'enjeu historique. Le monde devait voir ces atrocités de ses propres yeux. Eisenhower a écrit que les mots lui manquaient pour décrire l'horreur. Les preuves visuelles et les témoignages de famine et de bestialité l'ont rendu physiquement malade. Mais il s'est forcé à regarder. Il a fait cette visite délibérément. Il voulait être en mesure de témoigner personnellement. Il savait qu'à l'avenir, certains tenteraient de qualifier ces faits de simple propagande alliée. Alors, il a donné un ordre strict. Les civils allemands des villes voisines ont été réquisitionnés par la force. Eisenhower voulait que les Allemands voient ce que leur gouvernement avait fait. Il voulait les confronter à la réalité brute de l'Holocauste. À Dachau, la marche forcée a commencé. Les habitants de la ville ont traversé l'enceinte du camp sous la surveillance des fusils américains. À l'image, ils passent devant le train de la mort rempli de cadavres. Ils voient d'un faux les corps squelettiques au sol, ils fixent les fours crématoires. Ensuite, ils ont reçu des pelles. L'ordre était formel. Ils devaient creuser les tombes et enterrer les 9000 détenus trouvés morts dans le camp. Les réactions ont été immédiates. Certains civils allemands juraient qu'ils ne savaient rien de l'existence du camp. D'autres disaient avoir entendu des rumeurs sans y croire. Certains ont fini par admettre qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient rien fait. La vue du camp les a brisés psychologiquement. Sur les films d'époque, on voit la détresse physique des civils. Certains pleurent. D'autres vomissent violemment à cause de l'odeur et du choc. Certains s'effondrent sur le sol en béton. La libération de Dachau et les exécutions qui ont suivi soulèvent des questions qui hantent encore les mémoires. Premièrement, les soldats américains auraient-ils dû être jugés pour avoir exécuté les gardes SS? L'armée américaine a répondu par la négative. Elle a invoqué des circonstances atténuantes. Mais le traumatisme justifie-t-il les crimes de guerre? La vision d'un génocide excuse-t-elle le meurtre de prisonniers? Ce sont des questions impossibles sans réponse claire. Deuxièmement, les prisonniers libérés étaient-ils justifiés de tuer leurs gardiens? Le débat reste ouvert. Le 29 avril 1945, les règles de la guerre ont cessé d'exister.
Le droit international est pourtant formel, on ne touche pas aux prisonniers, mais comment demander à des survivants affamés et torturés depuis des années de faire preuve de retenue? Comment exiger qu'ils épargnent les gardes qui ont transformé leur vie en enfer? Une question brutale se pose alors. La sauvagerie de l'ennemi nous libère-t-elle de nos obligations morales? Si nous combattons le mal, avons-nous le droit d'utiliser les méthodes du mal? Ou devons-nous rester supérieurs, même face à des monstres? Chaque génération doit répondre à nouveau à ces interrogations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains arrivés à Dachau ont tranché. Pour eux, les gardes SS ne méritaient aucune pitié. Le commandement a décidé de ne pas les poursuivre. Washington a accepté le rapport, fermé le dossier et tourné la page. Mais 79 ans plus tard, les historiens débattent encore. Était-ce une justice sommaire ou une trahison des valeurs américaines? Les libérateurs de Dachau qui ont abattu les SS pensaient agir pour le bien. Certains ont porté ce poids toute leur vie, rongés par le remords. D'autres ont défendu leurs actes avec fierté. D'autres encore ont refusé d'en parler en portant le secret dans la tombe. Mais tous ont compris une chose ce jour-là. Le 29 avril, ils ont franchi une ligne rouge. À première vue, c'étaient des libérateurs héroïques. Mais, en réalité, ils sont devenus des bourreaux. Ils ont cessé de suivre le manuel militaire pour obéir à leur rage. Et la question persiste. Avaient-ils tort? Mettez-vous à leur place un instant. Imaginez 500 jours de combat ininterrompus. Vous avez froid. Vous êtes épuisé. Vous avez perdu les 3/4 de vos amis sous les obus ou les balles. Vous marchez le long d'une voie ferrée et vous tombez sur le convoi. 39 wagons à bestiaux. À l'intérieur, 2310 cadavres empilés. Vous entrez dans le camp. L'odeur de la mort vous prend à la gorge. 32 000 prisonniers squelettiques vous fixent avec des yeux caves. 9 000 corps non enterrés jonchent le sol boueux. Le spectacle est insoutenable. Soudain, vous voyez des hommes en uniforme propre, des SS. Ils font partie du système qui a bâti cette usine à mort. Que faites-vous? Suivez-vous le règlement? Les traitez-vous comme des prisonniers de guerre ordinaires? Remplissez-vous les papiers pour les envoyer devant un juge? Ou faites-vous ce que ces soldats américains ont fait? Vous pressez la détente. Le massacre de Dachau nous force à regarder la faille en face. L'écart immense entre la loi et la morale, entre ce qui est légal et ce qui est juste. Les gardes SS exécutés ce matin-là n'avaient commis aucun crime direct sous les yeux des Américains. Ils portaient simplement le mauvais uniforme, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ils servaient un système qui a broyé des millions de vies. Pour les soldats américains, c'était suffisant. Sur les rapports, l'armée américaine a validé cette logique. Affaire classée sans suite, aucune charge retenue, la leçon est dure. Parfois, face à un mal absolu, des hommes bons commettent quand même des actes terribles. Parfois, ils sont punis, parfois non. Et parfois, l'histoire décide de ne retenir que leur héroïsme. Car ces soldats sont honorés comme des héros, à juste titre. Ils ont mis fin à 12 ans de tyrannie nazie dans ce camp. Ils ont sauvé 32 000 personnes d'une mort certaine. Ils ont vu l'Holocauste de leurs propres yeux et ont témoigné de sa réalité face au monde. On se souvient d'eux pour la libération, pas pour l'exécution. Mais il ne faut pas effacer le reste. Il ne faut pas aseptiser le récit, ni prétendre que tout était propre. Sur la pellicule, on voit la confusion. Libération et vengeance se sont produites simultanément. Liberté et meurtre, justice et crime de guerre. Tout s'est mélangé ce jour-là, au même endroit, par les mêmes hommes. Le train de la mort qui a déclenché le massacre reste gravé dans notre mémoire collective. C'est un symbole, le symbole de la brutalité nazie, le symbole du génocide, la raison pour laquelle cette guerre devait être menée. Mais ce train doit aussi servir d'avertissement. Il nous rappelle à quel point la frontière est mince entre la civilisation et la sauvagerie. Il montre à quelle vitesse des hommes bien peuvent se transformer en tueurs quand on les pousse trop loin. Il montre que la justice ressemble parfois étrangement à la vengeance. Le 29 avril 1945, les soldats américains ont libéré le camp de concentration de Dachau. Ils ont aussi aligné et exécuté entre 30 et 50 gardes SS sans procès. On entend encore l'écho des coups de feu. Ces deux faits sont vrais. Ces deux faits comptent, et les deux doivent être retenus, pas pour condamner ces soldats, pas pour les excuser, mais pour comprendre. Pour comprendre que la guerre ne tue pas seulement les corps, elle dévaste l'intérieur, elle impose des choix impossibles, elle crée des situations où il n'y a pas de bonne réponse, seulement des options terribles. Les soldats qui ont abattu les gardes à Dachau n'étaient pas des monstres nés, c'étaient de jeunes hommes.
La plupart n'avaient même pas 25 ans, et ce jour-là, l'innocence a quitté le camp en même temps que la vie des gardes. La plupart n'avaient que 20 ans. Ces hommes avaient vu trop de cadavres, trop de sang. Mais face au génocide, ils ont fini par craquer. L'enquête a été fermée sans aucune inculpation. L'armée américaine a pris sa décision. Poursuivre ces soldats ne servait à aucun objectif. Pourquoi ce choix ? Une cour martiale semblait pourtant logique, mais le pragmatisme l'a emporté. Quel bénéfice y avait-il à juger des hommes qui se battaient sans relâche depuis 2 ans ? Ils avaient vu leurs amis se faire déchiqueter par les obus. Ils avaient marché droit vers l'enfer. Leur réaction n'était pas un crime, c'était de la rage pure. Une condamnation aurait détruit des vies supplémentaires sans ramener la justice. Mais cette décision a laissé une trace indélébile. Elle a créé un précédent brutal. Le message était clair, les soldats américains peuvent commettre des crimes de guerre si la situation est assez extrême. Tuer par vengeance devient acceptable si l'ennemi est assez monstrueux. Les règles s'effacent quand on porte le bon uniforme. Ce précédent met mal à l'aise, c'est normal, car il révèle la véritable nature du conflit. La guerre n'est pas propre. Elle ne suit pas un manuel de justice. La guerre est un chaos de brutalité et de choix impossibles. Parfois, les libérateurs deviennent des bourreaux. Parfois, les gentils commettent des atrocités. Justice et crimes de guerre se produisent simultanément, au même endroit, à la même seconde. D'autres histoires sombres de la Seconde Guerre mondiale restent encore enfouies. Combien d'incidents similaires ont eu lieu sans jamais être documentés ? Ces récits sont essentiels. Sur les rapports, les chiffres sont accablants. 2310 prisonniers morts dans le train de la mort, 32 000 survivants entassés dans le camp, 32 000 décès accumulés sur 12 années de terreur. Mais les soldats américains qui ont libéré le camp pour ensuite abattre les gardes SS font aussi partie de l'équation. Tous méritent d'être remembered, pas avec des récits simplifiés de héros sans peur et de méchants caricaturaux, mais avec la complexité et l'ambiguïté morale que l'histoire réelle exige. À première vue, une victoire de l'humanité, mais en réalité, un bain de sang punitif. Le 29 avril 1945 n'était pas seulement un jour de libération. C'était un jour de vengeance, de liberté et de meurtre, de justice et de crime. 79 ans plus tard, nous essayons encore de comprendre. Les photographies en noir et blanc existent, les rapports d'enquête jaunis existent, les témoignages audio existent, et les questions demeurent. Quand la justice se transforme-t-elle en vendetta ? À quel moment précis la libération devient-elle une exécution ? Quand les hommes bien franchissent-ils la ligne rouge ? La réponse se trouve souvent au moment où ils entrent dans Dachau et voient le train de la mort. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, c'est un fait. Nous ne nous souvenons pas de ces événements pour condamner ou célébrer. Nous le faisons pour comprendre cette terrible vérité. À la guerre, il n'y a pas de héros. Il ne reste que des survivants.